des musées socialement vifs qui est paru dans la revue Esprit en mars 2024. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et pour commencer les débats, je poserai une première question. Pourquoi rénover? Pourquoi rouvrir de nouveaux lieux culturels aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je donnerai peut-être la parole d'abord à Paul Rondin. Alors, je vous remercie de me donner la parole en premier. Pourquoi ouvrir des nouveaux lieux culturels ou ouvrir des lieux culturels? Parce qu'il n'y en aura jamais assez, tout simplement. Donc, plus on ouvrira de lieux culturels, mieux on se portera, de la même manière que plus on ouvrira d'hôpitaux, d'écoles ou de lycées ou de collèges, et mieux la société se portera. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus pour moi. Après, il y a un intérêt particulier parfois à ouvrir des établissements culturels, des lieux de rencontre sur des territoires qui en ont moins. C'est le cas de Villers-Cotterêts notamment, où ce sud des Hauts-de-France n'a pas été tellement pourvu en établissements nationaux culturels et qu'il y avait une vraie nécessité historique à y implanter un projet culturel. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est de se dire qu'on a, dans un pays où il y a un nombre de bâtiments, de monuments, de cathédrales, de châteaux, enfin la liste est infinie, qui ont eu une raison d'être, qui n'en ont plus forcément une, mais qui tout d'un coup, au prisme d'une idée culturelle, peuvent reprendre une place et du coup justifier un sauvetage, une restauration et une réinvention complète. Là aussi, c'est le cas de Villers-Cotterêts, château royal pendant 300 ans, 200 années de dépôt de mendicité, de maison de retraite pour les indigents, comme on disait pudiquement. Vous savez, c'est une époque lointaine où les pauvres, on les faisait sortir de Paris pour les mettre un peu loin, pour pas les voir. Mais ça, heureusement, ça n'arrive plus. Et ce château, pendant 200 ans, s'est dégradé considérablement, évidemment. Sauf que, petite idée, François Ier, en 1539, il signe l'ordonnance qui fait du français la langue du royaume. Joli prétexte, et le candidat Macron à l'époque dit si on veut sauver ce château, c'est un joli château de la Renaissance, je ne vais pas dire le contraire, mais qui n'est pas non plus délirant, il y en a de bien plus beaux en France, sauf que c'est le seul où on est à un moment donné signé cette ordonnance qui faisait du français une langue d'égalité, je précise. Pas une langue contre les langues régionales, mais vraiment une langue d'égalité. On est administré et on est jugé dans une langue unique, ce qui enlève au clerc le mauvais latin qu'ils étaient le seul à maîtriser. Bref, là on tire un fil, c'est est-ce qu'il existe en France et dans le monde accessoirement un endroit où on peut visiter cette chose immatérielle qu'est la langue. On a un grand frère ou une grande sœur qui s'appelle le musée de la langue portugaise au Brésil, mais sinon c'est pas vraiment quelque chose qui existait. Pourquoi ne pas le faire à cet endroit précisément? Donc vous voyez, un territoire qui a besoin d'un équipement national, socio-culturel, je rajoute social devant, un bâtiment, un patrimoine à restaurer, à sauver, pour inventer un équipement culturel d'aujourd'hui qui fonctionne pour les populations locales, nationales et internationales, puisque je le rappelle toujours, c'est cité internationale de la langue française. La française arrive presque à la fin. Ce qui est intéressant, ça aussi, on pourra en reparler. Merci beaucoup. Vous parlez donc de cette réhabilitation d'un lieu qui culturellement a été abandonné, mais ce n'est pas le cas notamment du musée Carnavalet qui a vu une relecture de ces espaces. Est-ce que vous pourriez, Noémie, nous raconter un petit peu les raisons qui ont mené le musée Carnavalet à ce grand chantier de travaux? Je me disais. Je m'habitue progressivement au brouhaha que vous aussi vous avez dans les oreilles. Ça a été le cas du musée Carnavalet en 1866 quand Haussmann a proposé à la ville de Paris d'acquérir l'hôtel particulier où avait vécu Madame de Sévigné, donc, qui était en péril à ce moment-là, d'acquérir l'hôtel particulier et d'en faire le musée de l'histoire de Paris. Donc, voilà. Mais ça, c'est en effet loin derrière nous. J'avais un petit mot d'abord pour de remerciements et puis d'excuses. Donc je voulais d'abord vous prier de bien vouloir excuser l'absence aujourd'hui de Valérie Guillaume, qui était censée être présente, qui est Valérie Guillaume, vice-présidente d'ICOM France et directrice du musée Carnavalet Histoire de Paris,
qui est actuellement en mission en Italie, et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Et je dis un petit mot au nom d'ICOM. ICOM France et sa présidente Émilie Girard remercient le CITEM de son invitation à participer à 3 des rencontres de ce salon. J'imagine qu'on est une des dernières, d'ailleurs, de ces 3 rencontres. Comme vous le savez peut-être, ICOM France participe très régulièrement aux rencontres et aux débats entre professionnels des musées. On peut retrouver tout ça sur le site internet icom-musée.fr. Retrouver tous les débats qui font l'objet désormais d'une captation systématique et d'une mise en ligne, et notamment les 52 minutes des musées en leur temps tous les mois. Voilà, pour un petit mot d'introduction. Donc je suis là pour parler du grand projet de rénovation du musée Carnavalet. Est-ce que c'est mieux d'enlever l'oreillette quand on parle, ou vous avez parlé avec? Du grand projet de rénovation du musée Carnavalet Histoire de Paris que Valérie Guillaume a porté, et qu'elle n'a pas porté toute seule, qu'elle a porté avec les équipes du musée, avec les équipes de l'établissement public Paris Musée et avec de nombreuses directions de la ville de Paris, parce qu'en effet la rénovation de ce musée, donc qui a été initié fin 2013, début 2014, comme un grand projet de mandature. C'est un projet de la ville de Paris. C'est un projet porté à l'époque par Delphine Lévy, directrice générale de Paris Musée, qu'elle a porté pratiquement jusqu'à l'ouverture, jusqu'au bout. Et donc c'est un grand projet municipal d'un musée qui est géré donc par l'établissement public Paris Musée. Les enjeux de la rénovation. C'était un musée qui n'avait pas bougé il bougeait tous les jours, et il se passait plein de choses à Carnavalet avant la rénovation, mais il n'avait pas été modifié, il n'avait pas vu d'aménagement nouveau dans ces espaces, hormis les expositions temporaires, mais dans ces espaces de collection permanente, il n'y avait pas eu de grande transformation depuis 1989, le bicentenaire de la Révolution française, puisque les collections révolutionnaires sont une partie importante des collections du musée Carnavalet. Mais donc ça faisait un petit moment. C'est un musée qui a une longue histoire derrière lui. Donc on a parlé de la dimension de monument historique, 2 hôtels particuliers classés monuments historiques, l'un du XVIe, l'autre du XVIIe siècle, des bâtiments qui ont connu des extensions successives, des transformations, et puis 450 ans d'histoire architecturale. En 2016, 150 ans d'histoire pratiquement du musée, des collections. Donc on a déjà une longue histoire aussi de ces collections derrière nous au moment où on rénove le musée. Et évidemment, l'enjeu... Ah oui, j'avais vous m'avez parlé de la zapette. On va mettre une petite image pour qu'on voit comme tout ça, c'est très beau. Merci Laurent. J'avance. Donc un grand projet, ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment un grand projet collectif avec une multitude d'acteurs. Alors voilà, j'ai gardé une image et puis il y a une deuxième slide et c'est tout. Pas de PowerPoint, parce que sinon j'ai des PowerPoint de 10 pages, j'en ai d'autres de 30 pages, j'en ai de 100 pages pour montrer toutes les belles images de ce projet de rénovation. Mais j'ai gardé le principal, quelques chiffres clés pour vous donner une idée de ce projet très ambitieux. Une vue des bâtiments que ça représente. Donc c'est pas juste 2 hôtels particuliers, vous le voyez bien, c'est 2 hôtels avec une extension importante pour l'hôtel Carnavalet. Et donc 2 hôtels particuliers qui sont reliés entre eux et qui, pour devenir que l'ensemble soit musée d'histoire de Paris, c'est 1989. Donc 1866 le projet, 1880 l'ouverture des portes du premier musée Carnavalet, 1989 l'extension au 2e hôtel particulier, le Pelletier de Saint-Fargeau. C'est aussi un musée avec des collections, donc je l'ai dit, 150 ans d'histoire de constitution des collections, c'est des collections importantes, foisonnantes, très riches. J'ai la liste parce que sinon on en oublie toujours un et c'est pas bien. Des départements, des types d'œuvres dans ces collections: peinture, sculpture, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d'histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier. Donc on voit que c'est vraiment foisonnant, très varié, et tout ça en 2016, même un peu avant, on va dire 2014, 2015, quand on a commencé à travailler à ce projet de rénovation. Un des enjeux, c'est aussi de permettre à toutes ces collections très riches de dialoguer ensemble pour raconter l'histoire de Paris, de clarifier un parcours muséographique qui va être entièrement revu à cette occasion. Je passe sur la rénovation des bâtiments, évidemment, restauration des façades, mise en accessibilité, mise aux normes d'accessibilité et de sécurité, etc. Mais ensuite, pour le parcours permanent, vraiment, l'enjeu, c'est de clarifier le propos et de mieux accompagner
les visiteurs dans la découverte de ce musée de l'histoire de Paris, donc l'histoire de Paris de la préhistoire à nos jours. Un parcours de visite à repenser, à clarifier, une identité qui s'était un peu diluée. Je ne sais pas si pour les personnes présentes, c'était clair avant la rénovation que Carnaval était le musée de l'histoire de Paris, mais pour beaucoup de gens, ça ne l'était pas. C'était le musée de la Révolution française pour certains, mais j'en reparlerai. Un musée d'art décoratif pour d'autres. Mais il y avait cet enjeu d'une identité à réaffirmer. Ça, je pense, dans le cadre d'une rénovation, c'est sans doute quelque chose qui doit se présenter régulièrement. Et puis des œuvres à expliciter, à contextualiser pour tous les publics. Et je garde la suite pour les prochaines questions. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de projets français, que ce soit d'ouverture ou de réhabilitation. Laure, pourriez-vous nous donner une perspective plus internationale sur les raisons de ces rénovations et de ces réouvertures? Je vais essayer, et ce sera forcément pas exhaustif, mais uniquement illustratif. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a parlé de quelques leviers, des enjeux de réhabilitation, un renforcement d'identité. Vous avez parlé du candidat Macron, mais il y a aussi des décisions qui sont portées par des acteurs privés qui, à un moment ou à un autre, décident d'ouvrir ou de lancer leur musée. Il y en a un à Paris, à la Bourse de Commerce, pour pas la citer, tout simplement, qui est un lieu qui a ouvert il y a pas longtemps, qui est un lieu culturel, qui n'est pas géré, il me semble, par un acteur public, mais ça fait partie aussi des musées qui rouvrent. Dans ce type de musée, il y a une première chose qui est de traiter de sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui. Ce que vous avez à l'image, c'est le Lucas Museum of the Narrative Arts, qui va ouvrir à Los Angeles en 2024. Je vais essayer de tenir. Ils aiment pas les Américains, le micro s'étend tout seul. Voilà. Donc c'est à la fois le projet d'un homme et le projet d'un sujet qui aujourd'hui n'existe pas. Alors que c'est un sujet clé. On parle d'identité, on parle de narration. C'est intéressant de se poser la question de comment on construit tout cela. Un autre exemple que je trouve très intéressant, qui est un projet, je suis revenue en France 2 petites minutes, du jeu vidéo, qui est prévu pour ouvrir à Bussy-Saint-Georges. Donc on n'est pas dans les Hauts-de-France, on n'est pas loin de Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est la volonté d'une personne, le jeune homme que vous avez à l'écran, qui représente 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est ça aussi qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des lieux culturels qui vont raconter des histoires, mettre en lumière un certain nombre de cultures et d'objets, en l'occurrence là le jeu vidéo, qui sont pas forcément représentés. Alors le jeu vidéo l'avait été pendant un certain temps, pour ceux qui s'en rappellent, à la Cité de la Mode et du Design, où il y avait eu un musée de ce type, aussi un musée privé d'ailleurs. Là en l'occurrence, il y a une espèce de connivence d'intérêt entre donc Thèves, que vous avez à l'écran, qui est le porteur du projet, et la mairie de Bussy-Saint-Georges, qui, ça rejoint ce qu'on disait sur l'identité, trouvait ça intéressant parce que c'est cohérent avec la stratégie municipale, je les cite, qui vise à devenir une référence dans le milieu de l'e-sport et des jeux vidéo, avec un élu qui est délégué aux jeux vidéo, un agent municipal chargé de mission e-sport, un tournoi e-sport, etc. Donc il y a une cohérence aussi de politique et un lien public-privé dans ce cas-là qui est assez intéressante. Le besoin sur le territoire que Paul a évoqué, si j'arrive à avoir la slide d'après, il est encore plus prégnant dans d'autres endroits du monde qu'on oublie de regarder. Ce que vous avez derrière moi, c'est le Museum of the Future de Dubaï. J'adore le musée Carnavalet, mais ils ont autant de visiteurs. Ils ont ouvert il y a 2 ans. Et à Dubaï, il n'y avait pas forcément d'implantation culturelle. Dubaï est juste à côté de l'Arabie Saoudite, qui est un pays dans lequel on travaille en tant que consultant. L'Arabie Saoudite, en 2019, avait 0 infrastructure culturelle. Ils visent d'en avoir 230 à l'horizon 2030. 230 musées. Et quand ils font un musée, ils font un musée. D'accord ? Ils ont de l'espace, ils ont du budget, et ils ont des choses qu'ils veulent mettre en valeur. Je me positionne pas sur le fond et le contenu de ce qu'ils vont raconter, mais en tout cas, ils ont cette volonté de créer et de construire sur ce type d'infrastructure. L'autre exemple dans ce qu'on disait aussi, c'est la cohérence avec le bâti. Je vous mets derrière, je suis revenue à Saint-Denis, le projet des cathédrales du rail, qui est pour moi est la jonction d'un peu tout ce que je viens de dire et ce qui a été évoqué avant aussi. Un sujet où il n'y a pas de musée, et c'est un manque aujourd'hui, qui est le hip-hop, qui a 50 ans, on ne parle pas de quelque chose qui a 3 ans, qui est un mouvement culturel majeur. Aujourd'hui, si vous regardez le top 50, on va dire que 70% de la musique qui est vendue appartient à l'univers du hip-hop. Donc c'est pas un mouvement minoritaire, c'est un mouvement majeur de la culture du 21e siècle,
du 20e et du 21e. Et ce musée n'existait pas en France. Et là, il y a une cohérence entre une identité du territoire, parce que Saint-Denis est un des berceaux du hip-hop en France. Deuxièmement, un bâti, en l'occurrence les cathédrales du Rail, là, que vous voyez, vous avez le projet en dessous et derrière le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. La photo a 2 semaines, donc le bâtiment est vraiment comme ça en ce moment. Et c'est un ancien hangar de réparation de trains de la SNCF, donc le lien entre le bâti. Et puis troisièmement, la volonté de certains acteurs de s'emparer du sujet. Et je vais juste finir, c'est de l'international sans être de l'international. Mais je trouve ça important parce que Paul a commencé en disant il faut en ouvrir de plus en plus, on en a toujours besoin, je suis complètement d'accord. Mais on parle d'ouverture, de réhabilitation, de rénovation, et moi je m'acharne à m'interroger sur certains projets qui ne sont pas ouverts. Voilà. Je ne commande pas longuement cet article, mais ce musée de l'Algérie, par exemple, il n'existe pas, il a été pensé, il a été prévu, et il est aujourd'hui pas ouvert, ni en France, ni ailleurs, ni autrement. Et je trouve c'est intéressant aussi de se poser la question sur qu'est-ce qu'on réhabilite, qu'est-ce qu'on ouvre, et qu'est-ce qu'on n'arrive toujours pas à ouvrir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si je fais un rapide résumé de toutes les raisons que vous avez évoquées, il y a la question évidemment des acteurs, des besoins de sujets qui n'ont pas été traités et qui demandent à être traités, les changements de la société, mais il y a aussi une question qu'on a évoquée au tout début sur la rénovation des bâtis. Et là, j'aimerais bien faire intervenir Valérie pour avoir aussi ce rapport au bâti qui nous permettra à la fois d'aborder les raisons, mais aussi les manières de pouvoir mettre en place ces projets de rénovation, de réhabilitation ou de réouverture. Merci, oui, on s'entend. Sur un projet, donc je me permets juste de représenter un petit peu l'OPIC. Donc c'est un opérateur de maîtrise ouvrage qui dépend du ministère de la Culture et qui est spécialisé dans des opérations de construction ou rénovation d'équipements culturels, donc musées, salles de spectacle, bibliothèques, ou de la restauration patrimoniale, type château de Versailles, château de Fontainebleau, etc. Et les équipements culturels pouvant rejoindre le palais. Quand on se pose une question d'une rénovation ou d'une réhabilitation, il y a 2 manières de l'amener, ou d'une construction d'ailleurs. Soit il y a un contenu et à développer et il y a un site à trouver ou à rénover, ou des fois les projets peuvent partir du bâti lui-même qui peut être en déperdition. Donc je ne sais pas comment d'ailleurs ça s'est passé du côté de Villers-Cotterêts, mais entre un bâtiment patrimonial laissé à l'abandon, un projet, une thématique et la conciliation des deux qui, par le fait des hasards d'ailleurs, était l'essence même du contenu. Donc voilà, donc sur l'aspect bâtimentaire, souvent aussi, en tout cas les 2 projets vont s'alimenter. Je ne suis pas parmi celles qui considèrent qu'un projet, par exemple bâtimentaire ou architectural, s'oppose à un projet muséographique. Je pense que les 2 se nourrissent, quelles que soient les contraintes des lieux, et que c'est justement un challenge. Et c'est ces contraintes-là qui vont nourrir et faire toute la richesse du projet. Donc, sur un projet de construction ou de réhabilitation, je vais être sur de la réhabilitation parce que par les temps qui courent, enfin voilà, l'enjeu, et on a beaucoup de patrimoine, c'est réhabiliter. Donc, en général, ça vient souvent, la base, c'est un problème de mise à niveau technique, d'équipement de sécurité incendie, d'électricité, etc. On a aussi les questions de performance énergétique, voilà, sur des bâtiments qui sont des vrais passoires, et d'autant que si on est déjà sur des lieux qui sont déjà des équipements culturels, le sujet de fond, c'est comment on assure la conservation des œuvres ou des collections à l'intérieur de ces bâtiments. Donc là, on commence à toucher et à rentrer dans le cœur des projets. Donc voilà, donc l'opération de réhabilitation peut partir déjà du bâti. Ensuite, il y a la thématique, le projet scientifique et culturel, l'aspect muséographique et comment les 2 projets vont se nourrir chacun, et avec toujours cette idée de qu'est-ce qu'on va offrir, quelle est l'offre culturelle, quel parcours de visite, quelle thématique, et ensuite tous les principes de médiation qui s'accompagnent avant, pendant, après la visite. Voilà. Donc c'est un grand tout du bâtiment, de la muséographie, des collections et de tous les aspects de médiation. Rénover et réhabiliter aujourd'hui, c'est aussi permettre d'introduire de nouvelles technologies, donc qui peuvent aussi faire débat, mais sur de l'interaction, de la présentation, ou voire même faire des concepts où on est en dehors des murs et faire néanmoins un parcours de
de visite. Donc voilà en substance pourquoi réhabiliter. Après, je vais rebondir sur d'autres projets et sur le sens qu'on peut en donner. C'est-à-dire que je pense à l'exemple du Louvre-Lens, du musée du Louvre-Lens, qui s'est créé, qui a été ouvert en 2012. Donc c'est parti d'un appel à projet de la part du musée du Louvre qui voulait, voilà, on ne dit pas une antenne, mais un projet de s'implanter en région, d'aller à proximité de certains publics qui n'étaient peut-être pas familiers non plus des musées, bien que la région des Hauts-de-France soit très très riche en nombre de musées. Et l'enjeu, c'était de créer un équipement culturel pour présenter et tester un nouveau mode de présentation des collections. Donc le musée du Louvre est organisé par département, c'est présenté ici au sein du Palais, donc par typologie ou technique. Le Louvre-Lens a essayé de faire une présentation complètement différente, je dirais éclatée, et qui est de confronter tous les départements, toutes les typologies d'œuvres et de le présenter dans la fameuse galerie du temps par ordre chronologique. Donc, ça s'est nourri et à la base aussi sur un enjeu de développement, évidemment culturel, mais aussi de développement urbain et de renouveau du bassin minier. Donc, ce projet a lié quasiment toutes les composantes et a beaucoup réfléchi aussi sur quelle offre de visite, quelle action de médiation, quel outil on proposait aussi aux visiteurs in situ et ex situ. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Pour continuer sur la question justement de la réalisation de ces nouveaux projets, est-ce que Noémie, vous pourriez nous raconter le chantier de réouverture des collections du musée Carnavalet, qui a impliqué notamment un long temps de fermeture et donc de garder un lien avec les publics. Pourriez-vous nous raconter un petit peu toutes ces péripéties? Oui. Alors, c'est des lointains souvenirs maintenant. Donc, on a rouvert il y a 3 ans, en 2021. Pendant la fermeture. Alors, ce qui était intéressant avec ce projet de rénovation, d'abord, c'est que c'est un projet qui, tout de suite, enfin pour moi qui suis responsable d'un service des publics, ce qui était intéressant, c'était ça, c'est que c'est un projet qui s'est tout de suite présenté avec un enjeu très fort d'accessibilité. Vraiment, c'était, alors évidemment, je pourrais moins en parler, mais il y avait un enjeu fort par rapport au chantier des collections, à la conservation des décors en place, à tout le déménagement, les récollements, les restaurations d'œuvres. Il y avait un chantier, des enjeux bâtimentaires également. Tout ça, en fait, tous ces sujets-là, on les a suivis de façon collective. Mais c'est, voilà, j'ai moins mon mot à dire dessus, mais c'était passionnant de pouvoir les suivre, y participer et être vraiment associé à toute la réflexion. C'est ce que Valérie Guillaume a vraiment su faire dans ce grand projet. Hein. Elle parle d'un projet d'excellence, mais ça a été vraiment un grand projet collectif où il a fallu mobiliser toutes les équipes et la conservation, les équipes techniques, le service des publics, les équipes de Paris Musée, des directions de la ville, etc., mobilisées par le sujet dans un même élan collectif. C'est très impressionnant à vivre. C'est voilà, quelque chose d'incroyable qu'on peut pas résumer comme ça, mais ça a été vraiment une très grande expérience et c'est très formateur aussi parce qu'en fait le collectif, on en parle tout le temps, mais de le mettre en œuvre vraiment de cette manière-là, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et un peu éprouvant aussi, hein. Ça se passe pas toujours de façon fluide et simple, mais vraiment c'est voilà, très formateur. Pendant la fermeture, on a donc nous, service des publics, une petite équipe, hein, était associée dès le début aux réunions alors définition d'abord, il y a eu, tout s'est fait un peu en même temps, l'écriture du PSC, du projet scientifique et culturel du musée, qui n'en avait pas. L'écriture aussi, la définition de la programmation détaillée du futur parcours du musée, voilà, du parcours permanent qu'on envisageait de rouvrir. Et dès le début, en tant que représentante des enjeux des publics et de l'accessibilité, moi ou des personnes de mon service avons été associées à toute la réflexion, c'est-à-dire l'écriture de ce qu'allait être le parcours, les ateliers de sélection des œuvres,
Alors c'était pas nous qui faisions ces sélections, évidemment, on travaillait avec nos collègues conservateurs qui faisaient les propositions de sélection de listes d'œuvres. Hein. C'est des tableaux Excel, des gigantesques tableaux Excel, section par section, unité thématique par unité thématique, pour définir toutes les listes d'œuvres de collections, hein, dont je vous ai donné une idée, mais dans les réserves, c'est 640 000 œuvres. 3800 dans le parcours permanent rouvert en 2021, à peu près le même nombre avant la fermeture. On n'a pas réduit le nombre d'œuvres. Mais voilà, donc ça, je pense que c'est pour le chantier, c'était concrètement ce vécu, c'était cet intérêt-là de pouvoir très en amont, parce que la problématique, je passais des personnes de service des publics dans la salle, mais une des problématiques, c'est d'arriver toujours après la bataille. C'est qu'une fois que tout est fait, qu'on a défini comment les choses allaient être présentées, quelles choses allaient être présentées, quel allait être le propos, et qu'on appelle le service des publics en disant, bah allez-y maintenant, faites la médiation. Eh ben, bien sûr qu'on peut le faire et on peut tout faire, on y arrive très bien, mais c'est quand même beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus ambitieux quand on associe toutes ces réflexions-là en amont et que tout le monde les partage ensemble. Donc nous, on était chargés de les porter, mais tout le monde les partageait, ces enjeux. Voilà. Et puis on a aussi continué en même temps, tout était en même temps, à faire vivre le musée, à faire une proposition hors les murs, dans les classes pour pas perdre les publics, à animer des ateliers pour inviter les enfants à contribuer au parcours aussi. Mais peut-être qu'on en parlera dans le troisième temps sur l'engagement des publics dans le projet. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si j'ai répondu vraiment précisément à la question, mais vous avez donné de très bonnes pistes de réflexion, en tout cas. Mais je poserai également cette question à Paul. Quels ont été les enjeux de réalisation, finalement, de cette cité internationale dans un lieu qui a accueilli ce nouveau projet? Est-ce que vous pouvez reformuler la question? La question est vraiment sur comment on a pensé, parce qu'on a parlé des raisons qui ont mené à la mise en place du projet de la Cité internationale de la langue. Comment celui-ci a été mis véritablement en œuvre et quelles ont été les contraintes et les enjeux de sa réalisation? Il y a une multitude, hein, parce que le bâti était dans un état lamentable, extérieur comme intérieur, donc il fallait tout refaire en fait. C'est pour ça que je parle toujours de sauvetage, de restauration et de naissance d'un équipement culturel d'aujourd'hui. C'est les trois ensemble qui sont pensés. Donc, il y a plusieurs choses en même temps là aussi. Hein. Ça ne se fait pas à la suite. Il n'y a pas une phase 1, une phase 2, une phase 3, y compris le travail avec les publics. Il se fait avant même que le chantier commence. Il y a une inscription sur un territoire, je le disais tout à l'heure, où il n'y avait pas de pratique culturelle ou très peu. Et donc, il fallait tout de suite aller vers les publics et leur commencer à raconter ce que ça pouvait être de ce projet. D'abord, qu'est-ce qu'on allait faire de leur château, même si c'était un château à fantôme. Et il fallait bien dire pourquoi, tout d'un coup, il allait revivre sur le territoire. Et puis, ensuite, c'était voir ce qui était sauvable. C'est-à-dire quels sont les chefs-d'œuvre qu'il restait dans ce château. C'était pas grand-chose, hein. Un logis royal, certes sublime, et puis 2 escaliers royaux et une chapelle, c'est tout. On parle de 23 000 mètres carrés en tout. Vous voyez, c'est peu sur l'ensemble. Et le reste, il y avait une restauration, notamment du clos et du couvert, pour sauver les offices 18e, mais juste les sauver et les rendre visibles au public quand on pénètre à l'intérieur de la grande cour. Et sinon, c'est du volume. C'est-à-dire comment, à l'intérieur de ce château de la Renaissance, on dégage des volumes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces volumes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la circulation d'un parcours permanent sur 1200 mètres carrés? Donc, on va essayer de voir comment on peut traverser la chambre du roi, la chambre de la reine, qui ne sont plus que des évocations, parce qu'il ne reste vraiment rien. Même pas une poutre, hein, j'entends. Il faut savoir qu'il y avait des mezzanines à l'intérieur qui avaient été sauvagement installées pour jusqu'à 1800 résidents. Enfin, c'est un truc invraisemblable. Donc, c'est des volumes. On travaille sur les volumes et sur les circulations de public à l'intérieur de ces volumes. L'idée, c'était tout en haut, c'est-à-dire le moins accessible, des bureaux, pas très original, mais surtout une douzaine d'ateliers pour des résidents, artistes, chercheurs, formateurs, etc. Donc, zone de travail. Ensuite, l'attraction principale, comme disent nos amis québécois, le parcours permanent sur la langue française. Donc, le premier étage entièrement consacré au sujet,
Et puis un rez-de-chaussée qui est multifonction, si vous me permettez l'expression, puisque là on avait des volumes compliqués avec moins de surface de parcours possible. Donc autour d'une cour qui est une place publique réellement, puisque c'est en accès libre en permanence, c'est-à-dire il faut pas de billet, il n'y a pas de douane avant d'entrer dans le château et même dans cette cour. Et là donc forcément, puisque c'est une place publique, plutôt un restaurant, plutôt une librairie, plutôt des espaces associatifs en libre accès, et puis un espace au rez-de-chaussée d'exposition temporaire. Donc, en réalité, tout se pense en même temps. Ce qui est sauvable, que ce soit en volume ou je vous dis en patrimoine, on lui donne une fonction, on organise les espaces et les circulations des publics, quels qu'ils soient, en fonction de ce qu'on arrive à préserver ou à changer. Et puis, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un chantier qui a été relativement vite, malgré la pandémie, malgré tout ce qu'on connaît. Et les 4 ou 5 ans de chantier, c'est 4 ou 5 ans aussi de chantier vraiment en direction des publics du champ social, scolaire et du tout public également. C'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a une acceptation aussi de la durée du chantier, de son emprise sur la vie d'une petite ville. Villers-Cotterêts, c'est à peine 11 000 habitants, vous imaginez. Donc tout d'un coup, vous avez 600 compagnons, des grues partout qui arrivent avec des smirmors qui rentrent, qui sortent. Vous voyez de quoi je parle. Des bases vies gigantesques qui font des immeubles. Et tout ça pourquoi? Pour que le président de la République se fasse plaisir ou pour commencer à expliquer que c'est bien un projet de politique publique de la culture et que la République, l'État, est en train précisément d'investir, à tous les sens du terme, ce site pour le rendre ensuite au public. Donc voilà à peu près comment ça s'est pensé. Après, si on entre dans le détail, on a un commissariat, Xavier Nord, Barbara Cassin, Hassan Kouyaté, Zeb Varier, qui inventent quelque chose. Ils ont des contributeurs autour d'eux qui viennent alimenter, mais on fait aussi appel parfois aux habitants. Notamment, il y a un ciel lexical qu'on a mis dans la cour principale, et c'est à la fois le commissariat qui a trouvé les mots, les contributeurs, mais aussi les habitants à qui on a dit simplement quel est le mot qui pour vous représente la langue française aujourd'hui. Donc voilà. Et enfin et surtout peut-être, parce que je pense qu'on leur doit énormément le succès de cette cité, l'équipe scénographique. C'est-à-dire une fois qu'on a toute cette matière gigantesque, enfin vous imaginez quand même sur 1200 mètres carrés, raconter ce qu'est cette langue, une langue plastique, qui s'augmente tout le temps, qui doit être hyper vivante, qui doit parler à tout le monde. C'est l'équipe de l'agence Projectile qui reçoit tout et qui commence à matérialiser ce que sera le parcours. Ça n'a pas été sans tension. Ça, je peux vous dire qu'entre un commissariat scientifique et des scénographes à qui en plus on avait dit, voilà, on est dans un lieu à l'image patrimoniale. Comment on fait pour que ce soit des dispositifs d'aujourd'hui et sur un sujet un peu compliqué, parce que franchement, les gosses, quand vous leur dites, on va visiter un château de la Renaissance, il n'y a pas une armure, il n'y a pas une épée, et à l'intérieur, vous allez vous taper pendant 1h30 un truc sur la langue française, ils sont assez peu nombreux à avoir envie de venir. Sauf qu'à la fin, une fois qu'ils ont fait le parcours, c'est eux qui disent aux parents ou aux profs, non, on reste, on n'a pas fini de jouer. Donc il fallait des dispositifs numériques, il fallait de l'écran et du son partout pour que on ait ce voyage invraisemblable dans la langue qui se passe. Donc c'est vraiment l'agence là pour le coup Projectile qui a inventé ce parcours. Merci beaucoup. C'est un très très beau projet par ailleurs et ça montre aussi la question de la collaboration entre différentes équipes qui peut mener à la réussite d'un projet. Du coup, j'aimerais bien rebondir sur cet aspect-là avec vous Valérie et puis vous Laure, de vos points de vue respectifs. Comment se passent justement ces différents projets? Alors, dans un projet, on peut avoir une multitude, ce qu'on va appeler de maîtrise d'œuvre, avec le commissariat et les porteurs du projet scientifique et culturel. Donc déjà, il peut y avoir un architecte des bureaux d'études techniques, on va parler du bâti. Ensuite, on va avoir une équipe de muséographes qui va concevoir sur la base du projet scientifique et culturel. Pour un peu qu'on soit dans un monument historique, on va avoir un architecte en chef des monuments historiques qui va s'insérer au milieu de tout ce petit monde. Voire potentiellement, on peut avoir aussi un maître d'œuvre en signalétique, selon qu'on souhaite ou pas. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'acteurs à coordonner, qui portent chacun une vision, et c'est s'assurer de pouvoir mettre en œuvre ce collectif de travail pour que
justement, toutes ces réflexions collectives, cette intelligence collective amène à la réussite du projet et converge, chacun en se challengeant quand même, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi dans l'élaboration des projets, pour en arriver à cette réussite. Et je rebondis sur l'exemple qui a été donné à Villers-Cotterêts. C'est vrai que c'était une prouesse d'aller habiter le château avec une thématique, je veux dire, où il n'y a pas d'objet à implanter ni rien. Donc, la partie muséographique a été essentielle dans ce projet. On va avoir d'autres projets où, au contraire, il va falloir aussi peut-être un petit peu s'effacer parce qu'on va être dans un lieu bâti, chargé, décoré. Mais l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs, parce qu'on a aussi des cas de figure où on peut avoir une muséographie très présente dans un lieu hautement chargé. Donc voilà, donc tout ça s'apprécie en fonction aussi des propos. Et je pense que la source aussi de la réussite, c'est, et vous l'aviez évoqué par rapport à la direction des publics, dans un projet, être en amont, c'est le programme. Donc c'est le projet scientifique et culturel, c'est le projet technique, architectural, muséographique qui va s'installer sur cette partie-là. Et c'est comment on a bien réfléchi aux usages. Et d'ailleurs, maintenant, il y a un nouveau terme qui s'utilise et une nouvelle fonction qui se développe dans les projets d'équipement culturel, c'est la maîtrise d'usage. C'est-à-dire, selon la nature du public, un Français, une personne internationale, une famille avec des enfants en bas âge, une personne âgée, voilà. Et donc, de bien intégrer le projet dans le projet très en amont, ces fonctions d'usage, à qui on veut s'adresser, à qui on veut faire venir et assurer l'accessibilité pour tous. Et après, effectivement, c'est toute la partie technique, c'est toute la joie de nos métiers. Mais on arrive, bon an, mal an, à la fin, à livrer un ouvrage en général réussi. L'essentiel a été dit, donc je ne vais pas répéter ce que les uns et les autres ont dit de manière beaucoup plus précise que moi, mais juste ancré sur des mots que vous avez utilisés les uns et les autres, la question du collectif, elle est extrêmement vraie. Et nous, on travaille en ce moment, donc la porteuse du projet en parlerait aussi beaucoup mieux que moi. C'est la difficulté d'être consultante. Donc c'est Charlotte Duvivier-Lebrun qui est la directrice du musée de la toile de Jouy et qui est aussi la chef de projet de la cité de la toile. Et c'est intéressant aussi ce terme de cité qui se développe beaucoup. On a des cités de la gastronomie qui ont ouvert, etc. Et ce projet-là, qui n'existe pas encore, mais qui du coup pour moi est un bon exemple parce que ça vous raconte les projets culturels à venir qui vont sortir dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Il est sur un ancrage collectif. C'est-à-dire que ça part d'un message, d'un ADN du territoire, qui est de rappeler que à Jouy-en-Josas, il y a eu à un moment une manufacture qui faisait de la toile de Jouy et c'était le 3e employeur de France, le 3e employeur. Avec aussi un entrepreneur, une figure importante, c'est un mot aussi qui a un sens aussi dans l'actualité contemporaine. Et donc le projet repart de cela, et la méthode de travail qui a été lancée aujourd'hui, alors évidemment il y a un projet scientifique et culturel, tous les outils, les mécanismes qu'on a évoqués, mais ce qui en fait la spécificité pour moi, c'est on a animé des groupes de travail, on a mis autour de la table des chercheurs, des écoles, des entreprises, parce que l'idée c'est vraiment d'en faire un catalyseur. C'est-à-dire que là, le lieu culturel devient un catalyseur territorial. J'ai pas d'autres termes, mais l'idée est vraiment de refaire vivre ce territoire en reliant son histoire ancienne et en développant une activité qui va aussi le régénérer. Je pense que c'est un des points aussi qui était présent dans le projet de Villers. Je trouve que c'est un exemple qui est très parlant. Les cathédrales du rail que je vous ai montré tout à l'heure, pareil, le projet va sortir de terre d'ici 2-3 ans. Il est pensé comme un lieu à impact social aussi, avec une programmation de concerts, avec des activités, avec des privatisations. C'est pas un mot qu'on peut pas utiliser. Je pense que la soutenabilité des projets et leur modèle économique, c'est quelque chose d'essentiel. Si on réfléchit pas à ça aujourd'hui, je pense que dans un horizon de temps très court, des musées vont fermer. C'est déjà le cas aujourd'hui en France, il faut en avoir conscience. Il y a une information qui est sortie hier sur le musée urbain Tony Garnier. Je vous invite à aller regarder la situation de ce musée, par exemple. Donc, c'est bien de construire, c'est bien de penser, c'est bien de mettre des acteurs autour de la table et parfois de s'assurer de cette viabilité dans le temps. Et je voulais juste rajouter un dernier point sur la méthode et sur les points, un peu comme tout à l'heure. Il y a ceux qui ouvrent et il y a ceux qui ferment. Parfois, on n'a pas besoin. Alors, évidemment, ça se justifie complètement dans le cas de Carnaval, enfin, tous les exemples qui sont autour de la table, mais il y a aussi des musées qui peuvent rouvrir des espaces à l'intérieur. Et pour moi, la notion d'ouverture aussi, il faut la penser différemment. Nous, on a, j'allais dire, 100% des projets sur lesquels on travaille
un concept qui est clé pour nous, c'est la chronotopie, c'est-à-dire l'idée de réfléchir à différents usages, à différents moments. Ça rejoint ce concept de la maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, un musée ouvert, aujourd'hui, c'est pas de 10h à 17h, en fait. C'est jusqu'à 22h, jusqu'à minuit. Ou c'est à d'autres moments. C'est pas que les vacances scolaires, c'est à d'autres périodes sur différents publics. Et c'est aussi d'autres formes d'ouverture. Je prends un exemple non français, encore une fois. Si vous allez vous promener dans les salles de la Tate Britain, vous avez 2 espaces qui ont été créés, dont un qui est juste derrière la salle des turneurs. Donc, ils ont pris un espace qui devait être un débarrage, je pense, avant. Vous avez ce qu'ils appellent la Quiet Room. C'est un endroit où vous pouvez vous reposer. Il y a des canapés, il y a de la lumière, il y a du calme. Si vous avez besoin de faire un arrêt. Le musée de la Marine l'a fait dans le projet qu'ils ont rouvert. Ils ont ouvert un espace qui s'appelle la Bulle, qui part aussi de cette idée d'avoir pardon pour le français dans le texte, mais je sais pas comment le dire en français, une safe zone, un endroit où on est tranquille. Et ils ont un autre espace, je vais citer le terme exact, je l'avais en image, parce qu'à chaque fois on me dit c'est une salle de prière, mais c'est pas ce qu'ils ont écrit sur la porte. Je vais essayer de vous trouver l'image si je la vois. Ouais, voilà, pardon. Elle était là. Voilà, celle de gauche. Multi-Face and Contemplation Room, qui est à l'intérieur des espaces de la Tate Britain. Voilà, ça c'est aussi une façon d'ouvrir différemment sur d'autres débats, sur d'autres questions, mais je trouve ça intéressant aussi de se le dire. Parfois c'est des gigantesques projets qui sont nécessaires, et parfois c'est des petits aménagements qui font une ouverture différente et qui ont été pensés avec les équipes aussi du musée. Tout le monde en a parlé, mais c'est un point clé aussi dans ce type de projet. Merci beaucoup, Laure. Je rebondis sur cette question-là des différentes manières d'aborder les ouvertures et les fermetures, parce que finalement, ces mots-là ont différents sens qui dépendent de différents types de variations, mais qui mettent tous en exergue la question de la continuité temporelle et surtout aussi de l'identité de ces lieux entre un projet initial, un projet en devenir et un projet final. Et qui touche aussi finalement la manière dont les publics s'emparent de ces projets. Donc je continue peut-être sur vous. Est-ce que vous auriez quelques indications, quelques retours d'expérience aussi sur cette question de l'engagement et de la mise en œuvre de réalisation des publics? Je vais en citer juste 2 et je vais laisser la parole autour de moi parce que je pense qu'ils ont plus un quotidien. Mais moi, je fais partie de l'aventure Muséomix. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un dispositif qui existe depuis quasiment 15 ans. Je l'ai fait en tant que participante, je l'ai fait en tant qu'organisatrice avec un site du Centre des Monuments Nationaux, je l'ai fait en tant que facilitatrice. C'est la volonté de dire, on ouvre pendant 3 jours un marathon créatif à des acteurs, X ou Y, des citoyens, entre guillemets, le lieu du musée pour qu'ils puissent réinventer la médiation. Et ensuite, on montre des prototypes le dimanche après-midi pour que les visiteurs réagissent. C'est aussi une première manière d'impliquer des visiteurs et de leur donner la parole sur la façon de poser les choses. Le deuxième point, moi, j'ai beaucoup en tête et je vais le dire avant de parler des publics. Je vais laisser mes camarades en parler. Moi, il y a un sujet qui est les professionnels des musées. Voilà. Je viens de terminer le cycle des hautes études du ministère de la Culture. On a fait un rapport que j'ai coécrit avec 5 autres personnes sur le patrimoine et la friction des mémoires. On a mis un certain nombre de recommandations. On n'était pas d'accord. Donc, on a fait venir d'autres personnes qui ont discuté avec nous, qu'on a appelé des réflecteurs, qui ont complété, contesté, discuté ce qu'on avait écrit. Bref, tout ça pour dire que dans une des recommandations, il y a aussi de se dire comment on donne de la place au public, comment on donne de la place à des visiteurs et comment on donne de la place tout court en fait. C'est-à-dire de dire qu'on n'est pas représentatif de ce que les publics veulent et que la première brique, elle est là en fait. Avant de se dire on va donner au public voix au chapitre, les mobiliser, demander leur engagement, il est aussi parfois dans les équipes de travail au long cours. Et il y a eu plein de dispositifs de vote pour des expositions, des réserves. Sur des expositions temporaires, on le fait très souvent. Demander l'avis du public, faire des expositions participatives. Mais de manière permanente, c'est très rare et très complexe. Je rêve de voir un musée qui aura un comité d'usagers permanent. Le FRAC Bretagne, si je dis pas de bêtises, l'a fait. Je trouve ça extraordinaire et je pense que c'est essentiel pour l'avenir. Et tout dernier point, ce qu'est en train de faire en ce moment la Catalogne, je vous invite à regarder, c'est très intéressant. L'ancien directeur du musée Reina Sofia a été missionné pour faire discuter ensemble tous les musées de Catalogne pour passer, je les cite, d'un musée encyclopédique à un musée sociétal. Et ils travaillent tous ensemble là-dessus et donc du coup,
mobiliser le public, mais autour d'un élément qui est repensé pour l'ensemble des acteurs du secteur. Voilà. Merci Laure. La même question, je vous la pose, Paul, sur l'engagement des publics. Là, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, évidemment par Laure, parce que en réalité, c'est pas propre d'ailleurs au monde des musées, hein, c'est une question culturelle au double sens. Si on ne s'intéresse pas aux autres, les autres ne vont pas s'intéresser à nous. On peut continuer comme ça quelques années encore. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de musées ou de théâtres ou autres qui vont fermer, mais il y en a deux, trois qui sont pas si en forme que ça. Il y a quelques réseaux qui sont pas si en forme que ça, il faut bien se le dire. Et notamment, à chaque fois, on réinterroge mais pourquoi ils viennent plus, pourquoi ils viennent pas. Si on ne commence pas par reconnaître aux autres des cultures qui ne sont pas celles qu'on voudrait partager avec eux, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça que est intéressant le musée Cathédrale des Gares, non, là, je sais plus du rail, je sais plus. Enfin, un musée sur le rap, oui, qui est juste 40% de la consommation culturelle des moins de 35 ans, accessoirement. Et moi, j'en parle d'autant plus, si vous voulez, que le rap, n'en déplaise à certains vieux camarades académiciens, c'est quand même de là dans le français ce qui s'invente. Alors on est tous on tombe tous en pamoison sur des extraits de Michel Audiard des Tontons Flingueurs, parce que quand même il y a une bonne distance là sur cet argot-là, mais on ne reconnaîtrait pas au rap d'aujourd'hui d'inventer l'argot de demain. Mais juste, si on pouvait aujourd'hui, maintenant, reconnaître un certain nombre de ces signaux culturels et les intégrer à nos projets, en tout cas les accueillir, faire hospitalité, je pense que là, la question des publics s'entendrait différemment aussi. Nous, c'est ce que vraiment on a essayé et qu'on continue de faire à la Cité. Au-delà de l'aspect muséal, même si j'emploie jamais le terme, parce qu'on n'a pas la prétention d'être ni un musée ni un conservatoire, au-delà de l'aspect de cette monstration-là, on a l'incarnation par les artistes, c'est-à-dire des spectacles en permanence, effectivement à des horaires aussi qui n'ont rien à voir, avec des moments où, quand on est intimidé par la visite, par le château, se fondre dans la masse de 2000 personnes qui viennent écouter un concert la nuit, c'est plus facile, etc., etc., etc. Donc c'est effectivement une multi-activité qui fait un pluripublic et surtout qui peut, à un moment donné, aller titiller la curiosité non pas du public, mais du non-public. Je sais, ça fait un peu vieux de dire ça, c'est dans les années 70, je crois que ça a été théorisé, mais néanmoins, ce non-public-là, comment à un moment donné, on va le chercher quand il est disponible, non pas disponible à des artistes qu'on veut absolument lui montrer ou à une proposition culturelle, mais disponible pour être curieux et faire ce pas de côté qui, dans son quotidien, après, je vous garantis, c'est les meilleurs opérateurs marketing de la Terre, hein, ces publics-là, parce qu'ils rentrent, ils ressortent, ils sont éblouis et ils vous font une pub d'enfer. Je finirai avec ça simplement parce que ça répond à votre question, mais nous, on a eu une chance inouïe avec un démarrage médiatique, vous l'avez peut-être vu, considérable. Je crois qu'aucun établissement culturel n'avait eu autant de médiatisation à son ouverture depuis des années. Ça a fait son temps. Et effectivement, les 110 000 personnes en 5 mois, c'est dû notamment à ça. Mais on avait très très peur d'une baisse de la fréquentation assez vite. Vous voyez, là, en janvier, en février, quand c'est pas toujours très facile dans nos maisons. Et en réalité, on s'est aperçu que le bouche à oreille était tellement puissant que les gens venaient, revenaient et envoyaient des gens. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de faire, j'en referai, mais j'ai plus besoin de faire de campagne, ni marketing, ni médias. C'est le public lui-même qui va convertir. Et ça, parce que il y a des entrées multiples. On dit, on est bien à la Cité. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur cette question de cité. Pourquoi il y a tellement de cités qui apparaissent? C'est pas juste parce que c'est un mot à la mode. C'est parce que ça raconte qu'on peut y faire plein de choses. Qu'il faut pas être timide et que parfois la culture, c'est juste un accident. On savait pas qu'on venait pour de la culture. On se baladait, on entrait, on se posait avec les gosses ou sans les gosses. Et tout d'un coup, pouf, il y a un petit accident culturel et là, on entre dans autre chose. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques petites minutes avant de passer aux échanges avec le public. J'aimerais donner la parole aussi à Noémie pour finir sur cette question-là et j'espère que vos questions nous permettront aussi de pouvoir continuer les débats. Noémie, justement, sur la question des publics à Carnavalet. Oui, alors je vais essayer de pas faire un trop long tunnel. J'ai plein de trucs à raconter, mais je vais aller à l'essentiel. D'abord, je voulais ne pas oublier de citer les architectes scénographes qui nous ont accompagnés dans ce projet de rénovation, donc l'agence Châtillon, François Châtillon, architecte des monuments historiques,
associée à Snow-Eta, et pour toute la muséographie, l'agence Nathalie Crinière, dont le travail a été remarquable pour nous accompagner sur tous ces enjeux que j'ai évoqués. J'avais noté le sujet des identités plurielles. Je fais un tout petit mot rapide pour dire que les identités plurielles entre monuments historiques et projets muséographiques à Carnavalet, comme je l'ai dit, ça a été résolu il y a 150 ans quelque part, et c'est rodé, c'est-à-dire qu'on a un musée dans des hôtels particuliers plus ou moins transformés. Ce qui était très intéressant dans le projet de rénovation sur ces identités plurielles, c'était vraiment de travailler les identités plurielles du musée lui-même, et à la fois de les retravailler, de les reprendre et de les conserver aussi, parce que le musée Carnavalet a été tour à tour pour les gens, musée de beaux-arts, musée d'art décoratif, musée du vieux Paris, musée du temps présent, la Libération de Paris, musée du temps présent, musée de la vie quotidienne, musée de la Révolution française. Toutes ces identités mélangées ont été un sujet au moment de la rénovation. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. On a réussi, je pense, à tout garder, à faire vraiment avec de toutes ces identités, valoriser l'histoire du musée et consolider son identité du musée de l'histoire de Paris. Voilà, c'était rapide, mais je voulais le dire. Et sur l'engagement des visiteurs, ça a été un de nos sujets principaux, énorme, passionnant. D'abord, je pense que je vais aller vite. Peut-être qu'on peut mettre la deuxième slide. Merci, pardon. Je vais comme si j'avais un dieu qui appuie sur les boutons. Laure. L'image en bas à droite, elle résume pas tout à fait, mais quand même nos enjeux. C'est-à-dire que pour faciliter l'engagement des publics, d'abord, ce qu'on a fait au moment de la rénovation, c'est poser un socle commun, un socle qui est présent dans tout le musée, de ces dispositifs de médiation, de l'accrochage à hauteur d'enfants, 10% des œuvres, des cartels sur lesquels les enfants ont pu faire des dessins. Je ne peux pas développer, mais si vous avez des questions, je pourrais en reparler. Des dispositifs d'accessibilité pour tous les publics qui sont intéressants pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes du champ social, mais aussi pour les touristes étrangers. Ces textes simplifiés, traduits en anglais, en espagnol, présents dans toutes les salles, des éléments à toucher, à manipuler, tout ça partagé par tous. Il y a pas longtemps, je parlais de l'ICOM tout à l'heure, il y a eu une rencontre de l'ICOM sur un autre sujet, peut-on tout exposer? Il y avait le directeur du musée Théodore Monod d'art africain, qui était remarquable, Malik Ndiaye, et qui disait un projet scientifique et culturel, c'est un projet de société. Et ça m'a vraiment parlé parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on évoque là depuis tout à l'heure d'ailleurs, mais ce qu'on a fait aussi à Carnavalet. Le projet muséographique, la programmation détaillée, ce projet scientifique et culturel, c'est un projet de société, c'est-à-dire que c'est le projet d'un musée où on va déjà donner à tout le monde les outils, mettre à disposition les contenus, clarifier les sujets, donner les principaux repères. Les grands repères sur l'histoire de Paris, ça veut pas dire niveler par le bas, en fait. Ça, c'est une expression abominable. Ça veut dire juste, on repart tous ensemble sur les mêmes bases. Même si on est très connaisseur, parfois on peut avoir besoin qu'on nous rappelle, de se redire que 1977 pour l'histoire de Paris. Qu'est-ce que c'est? C'est bien de le redire, parce que je sais pas si tout le monde voit pourquoi cette date est importante ou pas dans l'histoire de Paris. Donc reposer tout ce socle commun, qui va pouvoir être partagé par tous dans la visite et permettre à tout le monde de faire la visite ensemble. Google va vous dire. Donc c'est ce socle, l'accrochage à hauteur d'enfant, les dessins d'enfants, et puis ensuite, à partir de là, et c'est ça qui est aussi passionnant dans une rénovation et une réouverture, c'est qu'on rouvre le musée. Au moment de la réouverture, on était tous complètement sonnés, hébétés, mais il y avait un grand événement, et puis on a un peu l'impression qu'on termine quelque chose. Et en fait, non. Ce qui s'est avéré finalement, c'est que c'était pas la fin, c'était le début de tous les projets qu'on a pu dérouler depuis, et sur ce socle-là, sur cette base-là, avec avec les publics, avec des projets participatifs, on a associé des publics à des dispositifs, à la conception de médiation. Je cite pour exemple, et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir et écouter le podcast Femmes battantes pour l'exposition parisienne citoyenne. Et puis une démarche de dialogue citoyen où on espère voir aboutir sous la forme d'un comité d'usagers sous peu, dialogue citoyen qu'on a conduit depuis la fin 2022 avec des jeunes adultes 18-26 ans pour les consulter sur
Qu'est-ce qu'un musée d'histoire de Paris? Qu'est-ce qu'on attend d'un musée de l'histoire de Paris? Qu'est-ce que c'est Paris d'abord pour eux, pour elles et eux? Qu'est-ce que c'est la jeunesse parisienne? Qu'est-ce que c'est vivre à Paris? Donc avec des ateliers participatifs, on a collecté comme ça au début 72 participants, puis 100, puis 150, puis 200. On espère arriver à 300 participants à ces ateliers qui commencent à nous donner on a identifié des missions, représenter l'identité plurielle des Parisiens, ça revient souvent, donner envie d'en savoir plus, de mieux comprendre les monuments qu'on croise tous les jours dans la ville, faire du musée aussi un lieu accueillant, un lieu refuge, un lieu où on puisse se mettre un peu dans une bulle, et en même temps, et c'est aussi ce qui est intéressant quand on essaie d'avoir un peu les retours et les attentes des publics et des non-publics. On a travaillé avec des groupes d'étudiants, de publics individuels, mais aussi avec des groupes du champ social pour avoir vraiment des gens qui avaient pas a priori d'idées sur ce que devait être un musée, mais en travaillant avec eux, en les associant, en réfléchissant ensemble, parce que pour moi l'enjeu de ce type d'approche, c'est pas le micro-trottoir et de se dire et vous, voilà, si on le fait ici ça compte pas, mais dans la rue, et qu'est-ce que vous attendez d'un musée? Globalement, si vous demandez ça aux gens, ils vont a priori vous dire ce qu'ils pensent devoir être attendu d'un musée, mais pas. Alors que si vous les invitez à réfléchir ensemble, à discuter, que vous posez vos propres questions, vos interrogations et que vous les partagez, beaucoup de choses peuvent émerger. Donc c'est vers ça qu'on essaie d'aller aujourd'hui à Carnavalet, avec cette démarche de dialogue citoyen. Voilà. Et autre mission très importante qui ressort des attentes des jeunes adultes et du public en général, c'est que le musée s'intéresse aux questions de société, aux questions socialement vives, ou en tout cas qui ont une importance aujourd'hui dans la société. Et pour un musée de l'histoire de Paris, des Parisiennes et des Parisiens, c'est particulièrement important. C'était pas trop un tunnel. Merci beaucoup Noémie. C'était passionnant. J'imagine ou j'espère que vous avez des questions dans la salle. On a quelques minutes encore pour faire circuler la parole. Bonjour, merci Thibaut de Ranty. Je souhaitais savoir comment vous, dans ce projet sociétal autour dont le musée et ses collections sont le cœur, comment s'anime une communauté à la fois de visiteurs, mais aussi peut-être du personnel du musée, peut-être des artistes, et quels espaces finalement le musée met à disposition de ces communautés. Je réponds alors, mais peut-être que vous aurez des choses aussi à compléter. Alors, j'essaie de répondre à peu près dans l'ordre, mais par rapport aux équipes, déjà en interne, ce qu'on a voulu faire, parce que c'est vrai que cette démarche de dialogue citoyen, elle a interrogé beaucoup de nos collègues, elle est portée par le service des publics, on a une petite équipe, évidemment, elle est voulue et soutenue par la directrice du musée, Valérie Guillaume, mais assez rapidement, il nous a paru indispensable de partager ça en interne avec toutes les équipes du musée, et donc on a organisé des restitutions du dialogue citoyen dans un de nos ateliers, qui est un atelier qu'on a voulu plutôt aménager en petit salon convivial, pas que pour nous, entre nous, avec les collègues, mais aussi pour des projets avec les publics. Et on a fait ces temps de restitution et de partage. Donc on a partagé en fait les missions qui étaient ressorties de nos ateliers avec les jeunes, que nous n'avons pas animés nous. D'ailleurs, ça je le précise, de façon à pas influencer les propositions des jeunes. Et les ateliers de restitution avec nos collègues ont permis à tout le monde, agents d'accueil, conservateurs, équipe administrative ou technique, de réfléchir ensemble. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est tout à fait juste. On a en fait beaucoup de choses déjà à partager on représente déjà en fait, quand on mélange et quand on fait venir toutes les équipes d'un musée, une diversité qui est présente dans la société aussi. Et donc on a fait ce travail-là, c'était super intéressant, de façon à associer tout le monde et à faire émerger aussi des propositions que le musée pourrait faire, qui ne seraient pas que des propositions du service des publics. Parce qu'en fait, il y a les conservateurs évidemment peuvent proposer des choses, mais les collègues d'accueil surveillance ont aussi beaucoup de bonnes idées sur les différents sujets, etc. Donc on a fait ça. Je sais pas si ça répond partiellement à votre question. Et puis ensuite, on essaye sur la question de société d'organiser des événements régulièrement.
l'exposition qui nous a un peu embarqués dans tout ça, même si la tendance était déjà là, c'est Parisienne citoyenne, les 250 ans d'engagement pour l'émancipation des femmes, hein, donc entre 1789 et 2000. La programmation culturelle associée à cette expo, c'était et aujourd'hui. Donc on a fait participer à des rencontres des artistes, des activistes, des militantes, des personnes qui œuvrent dans le champ social, dans le milieu associatif, voilà, beaucoup de profils différents, des personnalités aussi, des Instagrammeuses, des influenceuses qui ont fait aussi fonctionner ce bouche à oreille dont vous parliez, et voilà tout cet élan autour de l'exposition. Et donc le musée, qui traditionnellement, musée d'histoire de Paris, quand on organise des événements, des rencontres, c'était des conférences avec des historiens, des spécialistes de littérature, voilà, c'est plutôt ce type de conférences. On l'a, au moment de cette expo, vraiment ouvert à des rencontres, d'échanges entre les personnes sur scène et le public, et voilà, avec beaucoup de choses très vivantes, très joyeuses qui ont pu se passer à ce moment-là. Moi, je pense que ça répond aussi un petit peu à votre question. Et je laisse peut-être la parole à mes camarades. Non, simplement, j'évoquais tout à l'heure le rez-de-chaussée où on a ouvert des espaces associatifs aux associations. C'est le moyen qu'on a trouvé. Alors, on n'a pas de comité d'usagers, mais qui à terme pourrait voir le jour. On n'a que 5 mois d'existence, donc c'est pas beaucoup. Mais les associations présentes qui frôlent parfois la notion de service, puisqu'on a une écrivaine publique qui vient rendre service. Pardon, j'aurais dû préciser que l'Aisne, je n'aime pas le dire publiquement, c'est le département où il y a le plus fort taux d'illettrisme en France. Donc on a quelques sujets sous-jacents, si vous voulez, en matière d'illectronisme et d'illettrisme, qui font que, voilà, il y a une présence, aussi bien pour des allophones que pour des habitants du territoire, d'ateliers, de services, l'air de rien, y compris de jeux pour les enfants. C'est-à-dire le week-end, juste, on a des médiateurs qui posent des jeux dans des espaces ouverts. Les gens font un peu ce qu'ils veulent et c'est l'intérêt de la chose. Donc c'est une séduction douce, c'est de l'espace-temps qui est mis à disposition et on espère que ça va tisser une relation qui pourrait aller jusqu'à un comité ou en tout cas une organisation avec les usagers, quels qu'ils soient des espaces. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, nous sommes pris en étau entre un sujet qui est passionnant et la prochaine conférence qui va pas tarder à débuter. Donc, merci à tous pour votre présence et pour avoir écouté cette conférence. Et merci à vous 4 d'avoir participé à ces débats qui étaient passionnants.